Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Alors, c'est une procédure parlementaire assez exceptionnelle, ce qui se passe présentement à Ottawa. Les députés ont voté, j'allais dire, ont siégé toute la nuit, mais ont voté toute la nuit, c'est le bon terme, parce que les conservateurs paralysent les travaux, forcent une série de votes. Et c'est pas la première fois, c'est pas souvent, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, des espèces de marathons du genre. Quand on veut forcer le gouvernement, on veut acculer le gouvernement dans les câbles pour poser un geste. Alors, pour comprendre ce que font les conservateurs, Luc Berthold, député de Mégantic, l'érable, leader adjoint à la Chambre, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Parce que quand on fait de la procédure parlementaire exceptionnelle comme ça, c'est parce qu'on veut quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez obtenir du gouvernement? Ben écoutez, tout ça a commencé avec le projet de loi C-234 qui visait à abolir la taxe carbone sur les fermiers. Et comme on l'a vu, le gouvernement a utilisé les sénateurs indépendants au Sénat pour bloquer et modifier ce projet de loi-là, de sorte que ce projet de loi qui avait été adopté par les 3 partis d'opposition à la Chambre se retrouve présentement dans une impasse au Sénat. Et comme on voulait mettre de la pression sur M. Trudeau pour faire en sorte que la taxe carbone soit abolie sur les fermiers, les Premières Nations, les familles, bien, on a choisi ce moyen de dire à M. Trudeau, écoutez, si vous ne donnez pas un break, alors que la population en général souffre parce qu'elle a faim, on a vu les banques alimentaires qui connaissent des fréquentations comme on n'a jamais vu, ben nous, on va paralyser les travaux à la Chambre en imposant des votes, en imposant pratiquement des votes de confiance pendant plus de 24 heures. Et c'est ce qui est en train de se produire présentement. On vote sur les crédits du gouvernement, c'est-à-dire que chacun des crédits, chacune des dépenses du gouvernement a été déposé dans un livre qu'on doit voter, qu'on doit normalement adopter. On adopte ça d'habitude dans un groupe, là, tout groupé ensemble. En bloc. Là, cette fois-ci, en bloc. Et là, cette fois-ci, on a décidé de faire un vote pour chacun des crédits, chacune des dépenses gouvernementales. Donc, ben, il y en avait en tout 134 votes possibles. Donc, il faut que chacun des députés, là, les 300 quelques députés, se lèvent tour à tour 100 quelques fois, là. Exactement. Et là, il y a du nouveau. C'est la première fois qu'on le vit aussi avec une application parce que les députés peuvent voter aussi maintenant en mode virtuel. Donc, chaque vote est encore un peu plus long parce que pour la période de vote virtuel, c'est 10 minutes minimum par vote. Donc, ça prend en moyenne une douzaine de minutes pour faire chacun de ces votes de confiance-là. On vient tout juste là, de dépasser le cap des 100 votes depuis hier soir, 18 heures. Et le moral est très, très bon chez les conservateurs. On n'a pas eu, cependant, on n'a pas vu de signe de M. Trudeau qu'il avait l'intention de fléchir pour donner une pause aux familles avant Noël, mais on n'a pas l'intention de lâcher. Ben allons-y sur le fond. Quand vous dites enlever la taxe carbone pour les fermiers, là, de quoi, plus précisément, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, et pourquoi on ferait ça? Ben, vous avez vu que récemment, M. Trudeau a annoncé une exemption pour le chauffage au mazout qui bénéficie principalement aux provinces maritimes. Et quand ça s'est produit, il y a eu des levées de boucliers un peu partout au pays pour des gens qui demandaient de lever la taxe carbone sur l'ensemble du chauffage pour toutes les formes de chauffage pour l'hiver. Et avec raison, parce que les gens ont moins d'argent dans leur poche. Donc, nous, on a relayé ce message-là à M. Trudeau. Pourquoi les fermiers? Ben, les fermiers doivent payer une taxe carbone sur le séchage des grains, sur leur bâtiment. Et par la suite, il y a une taxe carbone qui s'applique sur les camionneurs qui transportent ce que les fermiers ont produit vers les domiciles et donc vers le Québec. Ce qui fait en sorte que à chaque étape, il y a un coût additionnel qui s'ajoute pour les citoyens. Et on pense pas que c'est le temps, en ce moment, d'appliquer des taxes additionnelles. Et là, le gros problème, et ce qu'on veut surtout prévenir, c'est que le gouvernement de M. Trudeau a l'intention, dans les prochaines années, de quadrupler, multiplier par 4 cette taxe carbone-là. Et la taxe carbone, on a pris un exemple d'une ferme dans le coin d'Ottawa. La ferme paye actuellement 100 000 $ en taxe carbone. C'est des serres qui servent à produire des champignons. Donc, si on quadruple ça, c'est 400 000 $. Soit la ferme ne sera plus compétitive, ou soit les consommateurs vont devoir payer beaucoup plus cher pour ces champignons,
ou soit ils vont tout simplement se tourner vers des champignons qui sont produits dans d'autres pays aux États-Unis, où il n'y a pas on va de acheter taxe ailleurs. carbone. Hein? Ouais, Exact. c'est ça le danger. Mais on va vous accuser quand même de... parce que la taxe carbone, c'est la mesure du gouvernement canadien pour les changements climatiques. On va vous accuser de vouloir charcuter la politique canadienne sur les changements climatiques? Ben, à venir jusqu'à présent, on peut pas dire que ça a été un grand succès, la lutte au changement climatique avec la taxe carbone, parce que dans le dernier rapport de l'ONU sur les émissions de gaz à effet de serre, le Canada était classé 58e sur 63 pays en matière de résultats. Donc, pour la taxe carbone comme telle, ça fonctionne pas. Puis moi, je me pose toujours la question, pourquoi à chaque fois qu'on a des belles grandes idées comme ça, c'est toujours le citoyen qui paye, soit sur l'essence, soit sur la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de la technologie verte? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'autres moyens pour faire et atteindre les objectifs? Comme on a vu que la taxe carbone, ça marche juste pas, que c'est vraiment un entêtement idéologique de M. Trudeau, ben on doit essayer d'autres choses. Donc, on aurait l'occasion en ce moment pour Noël de faire un cadeau à tout le monde, d'abolir la taxe carbone, diminuer le prix de la nourriture, puis s'assurer que ça n'augmente pas dans les prochaines années. Vous dites, je reviens à ce que vous me disiez tout à l'heure, donc l'abolir pour les fermiers, vous nous l'avez bien expliqué, pour les Premières Nations, et vous avez dit aussi pour les familles. Là, est-ce que là, vous parlez du chauffage, parce que le gouvernement a déjà bougé, a déjà aboli la taxe carbone pour le chauffage au mazout. Donc, quand vous dites les familles, est-ce que vous parlez des gens, par exemple, qui chauffent au gaz naturel? Au gaz naturel, à toutes les autres formes de chauffage où effectivement la taxe carbone s'applique. Au Québec, ici, on est un peu dans une zone à part parce qu'on chauffe à l'électricité. Il y avait des demandes aussi qui avaient été faites. Puis on n'a pas la taxe carbone. Puis on n'a pas la même taxe carbone. Ici, c'est un autre système. Puis si on entre là-dessus, on en a pour quelques minutes. Ça me dérange pas de le faire, mais je pense pas que c'est un système de bourse du carbone avec la Californie où ce sont plutôt les entreprises qui doivent acheter des crédits de carbone. Désolé, la lumière vient de fermer ici. C'est des entreprises qui achètent des crédits de carbone, mais ultimement, ces factures-là sont quand même refilées aux citoyens. Donc, il y a une taxe carbone. Puis quand on parle, nous, que la taxe carbone qui s'applique au Canada, que celle qui va être quadruplée, s'applique aussi sur les Québécois puis l'ensemble des Québécois, c'est que on n'est pas autosuffisant en nourriture. On achète beaucoup de nourriture à l'extérieur du Québec, beaucoup de l'Ontario, beaucoup des autres provinces. Donc, et on paie une taxe là-dessus. Donc, on subit. On est affecté, effectivement. Il me reste une dernière... Permettez-moi une seconde, je vais rouvrir la lumière. Oui, allez-y. Juste que je bouge. Bon, il me reste une dernière question, dans le fond, parce que vous nous avez expliqué le pourquoi de votre démarche. Vous nous avez expliqué un peu la procédure du vote sur les crédits, où vous votez les crédits individuellement avec tout le temps que ça prend. Mais est-ce que ce genre de barrage parlementaire, de paralysie parlementaire, vous pourriez maintenir ça avec d'autres procédures? Parce que je lisais votre chef, M. Poilievre, qui disait, au pire, on va reporter la fin de session. On est prêt à rentrer dans le temps des fêtes si Justin Trudeau ne cède pas. Est-ce que les députés conservateurs sont prêts à sacrifier une partie de leurs vacances des fêtes au besoin pour bloquer le Parlement et forcer la main là-dessus? Ben écoutez, nous, on est prêts à aller jusqu'au bout. La session se termine vendredi prochain. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Déjà, aujourd'hui, on a empêché le gouvernement de procéder avec ses affaires habituelles, de faire avancer son programme législatif, donc de faire avancer les projets de loi qu'il souhaite absolument obtenir et voir voter avant la fin de la session parlementaire. Donc, c'est un outil additionnel qu'on a pour faire de la pression sur le gouvernement Trudeau. Mais je rappelle qu'on le fait. C'est un message qu'on a entendu des Canadiens. Des sondages sont de plus en plus clairs. Les Canadiens ne veulent pas d'une augmentation de la taxe carbone l'an prochain. Puis on pense que en utilisant les moyens, les outils parlementaires qui sont en notre possession pour démontrer à Justin Trudeau qui est déconnecté actuellement de ce que les Canadiens vivent avec le coût de la vie, l'inflation, le coût des loyers. C'est un outil qu'on a. On n'en a pas beaucoup, surtout dans une situation de gouvernement supposément minoritaire, mais qui a l'appui inconditionnel d'un parti. Donc, on doit se servir des quelques outils qu'on a, puis c'en est un, et ça nous permet d'en parler puis de sensibiliser les gens, donc comme on le fait actuellement. Dans l'enthousiasme ou la fatigue de cette initiative parlementaire, vous avez un collègue qui s'est échappé hier, a insulté les gens des Îles-de-la-Madeleine, le député conservateur de Portneuf. Qu'est-ce qu'il dit de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il regrette? Comment le reste du caucus a vu cette lancée contre les gens des Îles-de-la-Madeleine? Ben, il n'a pas offensé les gens de la Madeleine. Il a invité la ministre à venir à Montréal voir les campements alimentaires. Ça n'a pas bien sorti, mettons. Disons que parfois, dans le feu de l'action, les mots
sont pas toujours ceux qu'on voudrait, mais l'invitation était carrément de dire à la ministre, Madame Leboutillier, venez voir à Montréal qu'est-ce qui se passe. Venez voir les lignes d'attente aux banques alimentaires. Venez voir les campements, les tentes. On croit pas ça possible au Canada en 2023. Pourtant, c'est la réalité. C'est pas une réalité qu'on vit dans les régions. Je n'ai pas de campement à Thetford Mines chez nous. Je n'ai pas de campement comme ça à Lac-Mégantic. Mais quand on le voit dans les grandes villes, on voit qu'on fait face à une situation qui est vraiment, vraiment difficile. Puis comme ministre du gouvernement Trudeau, ben c'est important qu'elle aussi soit consciente de cette situation-là. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça me fait plaisir. Au revoir. On s'arrête.